documentaire sur les musiciens. Qui a d'ailleurs donné, dans la première, a été faite au centre des États-Unis avec des gens qui sont des pèlerins, parce que lui-même est entré, après la cocaïne, dans une phase de méditation pour essayer de s'en sortir. Et Scorsese a essayé en fait de celle de réaliser en fait des documentaires sur les musiciens de sa génération. Ce qui me frappe dans son admirable documentaire sur Dylan, c'est que en fait Scorsese met en scène un Dylan qui refuse de reconnaître ses racines en dehors de la musique. Il y a un moment qui me frappe beaucoup dans ce film, où on entend Dylan déclarant « J'essaye de rentrer chez moi ». Or, c'est clair, ce chez lui, dans le film, c'est sa musique. Or, c'est d'ailleurs ce que raconte la chanson que nous venons d'écouter. Or, Scorsese est également quelqu'un qui, toute sa vie, a tenté de rentrer chez lui. Il a tenté de rentrer chez lui à Little Italy, mais Little Italy avait disparu. Il a tenté de rentrer chez lui à Hollywood, mais Hollywood l'a régulièrement mis de côté. Or, la question qui se pose aujourd'hui, c'est où se trouve le chez-soi de Martin Scorsese. C'est clair, ce chez lui, ce sont les films. Alors justement, la question qui va ouvrir cette deuxième partie, mais nous allons évidemment la poser d'entrée à vous, Samuel, car vous avez beaucoup travaillé sur Martin Scorsese, notamment un papier remarquable il y a des années dans le monde où vous avez expliqué à quel point plus il descendait, plus tout d'un coup Robert De Niro ouvrait la porte de son bureau et lui disait « J'ai un projet pour toi ». Et très souvent, que ce soit Jim Boone, Taxi Driver, on croit que ce sont des idées de Scorsese, pas du tout, c'est De Niro qui rentre dans le bureau avec ce côté mutique et son allure qui pourrait rappeler celle de Carole Beffa les grands jours, c'est-à-dire entre Zelensky et Decathlon, et il lui dit « Mon vieux, il faut faire ça et tu t'en sortiras ». Est-il le plus grand cinéaste aujourd'hui? Il est assurément... Allez-y, mon vieux. Je dirais, Guillaume, qu'il est assurément le plus grand cinéaste américain vivant, me semble-t-il. C'est le seul qui n'a jamais perdu son inspiration. Pourquoi vous vous contentez de l'Amérique? Ce n'était pas une provocation de ma part, hein, parce qu'il y a quelqu'un, justement, dans le monde qui serait encore en vie et qui serait l'équivalent de la prolifération, non seulement le nombre de films, la diversité des films, la qualité du montage, la qualité de la musique. Je dirais non. Parce que tout simplement Martin Scorsese appartient à cette génération qui s'est épanouie dans les années 70, ces derniers âges d'or du cinéma. Donc les metteurs en scène arrivés après n'ont pas connu cette chance quand même. Nous allons donc poursuivre cette émission consacrée à la musique, bien évidemment, c'est l'objectif de Radio Classique et de Bande à part. Un classisme un peu particulier, puisqu'il s'agit évidemment de quelque chose qui est plutôt marqué par l'Amérique, le blues, et donc les contemporains de Martin Scorsese. Voici la deuxième partie de Bande à part. Bonjour, je m'appelle Anne. J'aimerais que nos enfants puissent vivre dans une nature préservée. Alors, j'ai décidé de faire un leg au Muséum national d'histoire naturelle pour soutenir ses explorations scientifiques ou ses actions de préservation des espèces menacées. En faisant un leg, une donation ou en transmettant votre assurance vie, vous soutenez le Muséum national d'histoire naturelle et ses 600 chercheurs mobilisés pour la protection de la biodiversité. Contactez-nous au 01 40 79 38 61 ou rendez-vous sur soutenir.mnhn.fr. À l'ombre des platanes centenaires du parc du château de Florent, le festival de la roque d'Enterron est la rencontre de tous les pianos. Les sages, les insolents, les prodiges. Cette année, sa célèbre conque accueillera notamment Maria Joao Pires, Nelson Gurner, Marie-Ange Mucci, Nikolai Logansky, Alexandre Kantorov, Adam Laloum, Vikingur Olafsson, Christian Zacharias. Au cœur de la Provence, 5 siècles de musique pour clavier résonneront au festival de la roque d'Enterron du 20 juillet au 20 août. Ce mois-ci, dans Résidence Décoration, place à l'été. Minorque, Cambodge, Ibiza au sud de la France, on opte pour une architecture en harmonie avec son environnement. Côté tendance, les canapés jouent avec les couleurs et les matières, et les salles de bain revisitent les classiques. Le plus, 24 pages, spéciale rénovation. Résidence Décoration, la référence d'éco-design depuis 30 ans, en kiosque. Connaissez-vous Jean d'Arrey? Peintre d'origine flamande, Jean d'Arrey est considéré comme le maître du baroque provençal. Au XVIIe siècle, il a magnifié de ses chefs-d'œuvre les églises et chapelles d'Aix-en-Provence, sa ville d'adoption, et de nombreux villages de Provence. Ces décors majestueux, mariant naturalisme et classicisme, lui vaudront d'être nommé peintre du roi Louis XIV. Jean d'Arrey, peintre du roi en Provence, une exposition inédite au musée Granet d'Aix-en-Provence jusqu'au 29 septembre.
Célébrez la musique avec l'Orfeo de Monteverdi du 21 au 23 juin à l'Opéra Royal du Château de Versailles. Ce premier opéra de l'histoire est dirigé par Jordi Savall et mis en scène par Pauline Bell, avec Marc Moyon dans le rôle titre. 4 siècles après sa création, les fanfares et les chœurs de ce chef-d'œuvre n'ont rien perdu de leur éclat. L'Orfeo de Monteverdi, un événement à ne pas manquer les 21, 22 et 23 juin à l'Opéra Royal du Château de Versailles. Réservation sur opéraroyal-versailles.fr. You talking to me? Well, who the hell else are you talking? You talking to me? 19h, 20h, You fuck my wife. What? You fuck my wife. Bande à part avec Guillaume Durand sur Radio Classique. Nous allons aborder avec Casino l'un des plus célèbres couples du cinéma, Robert De Niro et Sharon Stone, donc couple au bord de l'hystérie. Dans ce Casino qui raconte l'histoire justement d'un gangster juif. Alors il faut rappeler que comme pour le Loup de Wall Street, souvent dans les scénarios de Scorsese, il y a à la base une histoire qui est une histoire réelle. Et là il s'agit effectivement d'un patron réel, de la mafia réelle autour de Las Vegas. C'est encore une fois les Rolling Stones qui entrent en scène avec ce titre qui est évidemment hypnotique. Il est donc qualifié de papy du rock. La plupart d'entre eux n'ont pas écrit le quart du 25e de la discographie évidemment des Rolling Stones, même si celle-ci est un peu interrompue maintenant depuis des années. Et ils tournent, ils ont plus de 80 ans comme Martin Scorsese. C'est Casino en 1995. C'est probablement la série de violences conjugales la plus invraisemblable de l'histoire du cinéma, mon cher Blumenfeld. Et c'est vrai que Sharon Stone, qui essayait depuis des années de décrocher un grand rôle en dehors du film de Verhoeven, Basic Instinct, a tout d'un coup explosé. C'est-à-dire qu'au fond, c'était un peu une bimbo du cinéma américain à Los Angeles qui est devenue brutalement une grande actrice. Il y a ça, parce que tout simplement le rôle lui est écrit sur mesure en fait. Je veux dire, on a vu impossible d'imaginer une autre comédienne dans ce rôle-là, c'est clair. Ce qui me frappe. Et la violence rampante entre Joe Pesci et les rapports entre les deux. Ah, et puis aussi ses rapports avec James Wood. James Wood, son macro. Toujours pensé que Casino en fait était une variation, c'était au tournant porte-vent en fait. Je veux dire, c'était une histoire d'amour tragique et impossible avec Robert De Niro dans le rôle de Clark Gable. Alors ce qui est intéressant aussi dans Casino, si je me trompe, vous me coupez, mais c'est vous qui avez introduit ça, c'est le côté toujours peut-être un peu à côté de la plaque du milieu de Martin Scorsese, même s'il est le centre du cinéma. Je m'explique. Ça n'a pas très bien marché avec les grands studios à Hollywood. Parfois, d'ailleurs, dans le dernier film, il a fallu à la fois aller chercher des plateformes, aller chercher des distributeurs, aller chercher de l'argent ailleurs. Et là, dans Casino, il a fallu aller chercher de l'argent en France avec Francis Bouygues, qui a mis à l'époque où il était le grand magnat de TF1 un paquet d'argent dans Casino, ce qui paraissait évidemment pour les cinéphiles un mariage totalement invraisemblable. Absolument, il a fallu trouver un financement européen pour arriver à boucler ce film. Qui a été un bide en plus. Ce film a été un bide, non, ça a été un échec aux États-Unis, parce que le public américain avait l'impression que Scorsese refaisait Les Affranchis. Alors que les deux films n'ont rien à voir, si ce n'est que la mafia y est mise en scène, mais ça s'arrête là. Voici Martin Scorsese lui-même qui raconte le tournage du film sur les Stones qu'évoquait Marc Lambron tout à l'heure. Shine a Light, il y a une petite phrase qui est assez amusante. À un moment, il a des problèmes évidemment avec la lumière et on entend Martin Scorsese dire on va quand même pas brûler Mick Jagger pour avoir une meilleure lumière. Voici Scorsese qui s'explique.
Mick Jagger and I've been talking about. Avec Mick Jagger, on parlait de faire un film depuis quelques années. Et nous avons eu notre chance avec Shine a Light, que nous avons tourné dans ce magnifique théâtre de New York, le Beacon. Faire ce film a été une sacrée expérience pour moi. Ils ont enregistré sur cette scène des chansons que je connaissais par cœur et qui étaient devenues une partie de moi. Mais c'était comme si je les entendais pour la première fois. J'ai été littéralement transporté et c'est ce que j'ai essayé de transmettre dans notre film Shine a Light. Voilà la voix tout à fait caractéristique et la scansion extrêmement rapide de Martin Scorsese, qui là d'ailleurs semble plutôt plus calme que d'habitude, notamment quand on l'entend donc dans les rares phrases qui sont donc dans ce documentaire. Vous vouliez ajouter un petit mot, mon cher Samuel, avant que nous abordions un autre registre de Scorsese, avec ce qu'on peut considérer comme une certaine forme de musique classique américaine, la musique répétitive, avec Philip Glass, mais nous n'en sommes pas encore là. Ce sera le cas de Mark Campbell. Samuel. Alors Scorsese a toujours expliqué que sa découverte des Stones, entre 63 et 70, correspond au moment où lui justement a décidé de devenir cinéaste. Alors qu'auparavant, il se destinait à une carrière de séminariste. Alors, non que Scorsese ne serait pas devenu cinéaste s'il n'y avait pas eu de Rolling Stones, mais en revanche, il est impossible d'imaginer des films comme Raging Bull, Les Affranchis ou Casino sans la musique des Stones. Ces films n'auraient pas existé sans les Stones, du moins dans l'état dans lequel nous les connaissons. C'est pour ça que j'évoquais tout à l'heure donc le rôle fondamental de celle qui a monté tous ces films, car la raison essentielle de ce parallélisme que vous venez de souligner, c'est effectivement le montage qui est très proche du rock'n'roll, et c'est Thelma Shoemaker qui l'a initié et poursuivi pendant la plupart des œuvres de Scorsese. Nous allons avec Marc présenter Philip Glass, Potala. C'est la bande originale d'un film beaucoup moins connu, Kundun, le 14e Dalai Lama. Nous sommes en 1997. Classique, en tout cas la musique classique contemporaine, et après donc la musique classique avec Gustav Mahler, avec Ligeti, mais nous en avons parlé avec Carole. Alors c'est pas son film le plus connu, c'est encore la spiritualité, l'autre aspect de Scorsese. On connaît surtout les gangsters, mais avec Silence, avec La Dernière Tentation du Christ, avec Kundun, il est beaucoup question de spiritualité. Pourquoi a-t-il choisi Philip Glass? D'abord, à Hollywood, il y a une sorte de mode bouddhiste. Dans les années 90, on a aussi le Little Buddha, par exemple, de Bertolucci. Alors, d'abord, il choisit le thème, c'est la jeunesse de l'actuel Dalai Lama, entre 1967 et 1959. Le film est tourné au Maroc, et d'ailleurs sur un scénario de Melissa Mathison, qui était l'épouse de Harrison Ford. Alors, pourquoi Philip Glass? Philip Glass, 87 ans aujourd'hui, ancien élève de Nadia Boulanger. Eh bien, il est passionné par le Tibet, et il s'est défini lui-même comme juif, taoïste, hindou, toltec, bouddhiste. Donc évidemment, les boucles répétitives de sa musique ont quelque chose d'hypnotique et de cérémonieux à la fois. C'est une sorte d'orient synthétique. Pour un compositeur qui est très scorsésien localement, en ce sens qu'il a d'abord vécu en Italie, ensuite dans les lofts de Sceaux avec Laurie Anderson. Et donc ce que nous avons dans Kundun, c'est un Tibet marocain qui est vu musicalement depuis Manhattan. Nous allons passer à un des films les plus, je dis pas obscurs, mais curieux, mystérieux, violents de Martin Scorsese, c'est Shutter Island avec Leonardo DiCaprio, qu'il a rencontré pour Gangs of New York, qui est un monument aussi, mais un monument qui n'a pas très bien marché, avec Daniel Day-Lewis et Leonardo DiCaprio. Voici Giorgi Ligeti, Lontano, c'est la bande originale de Shutter Island. Nous sommes en 2010.
l'étrangeté de cette partition, l'étrangeté du film 2010. Carole, pourquoi ce choix et ensuite pourquoi le choix de Gustave Mahler? Shutter Island, c'est un film un peu à part dans la filmographie de Scorsese sans doute. Un film de dimension plus que psychanalytique, psychiatrique et omniprésente. Ces médecins mystérieux, ces expériences invraisemblables, cette île inquiétante. Avec ce retournement de situation progressif, mais qui se clôt par quelque chose de très étonnant à la fin. Et puis c'est quand même un film où Scorsese a fait appel à quantité de musique préexistante, de compositeurs qui n'avaient pas tellement l'habitude de figurer sur des BO de cinéma. Alors il y a John Adams, il y a Cage, il y a Brian Eno, il y a, plus étonnant encore, Krzysztof Penderecki, grand compositeur polonais avec la Passacaglia de sa 3e symphonie. Et puis il y a donc cette musique de Ligeti. Alors le rapport entre Ligeti et le cinéma, c'est une chose qu'on connaît relativement bien grâce à Kubrick. Kubrick, le premier, utilise la musique de Ligeti. C'est une musique de trame, statique, assez typique de sa période occidentale, c'est-à-dire le Ligeti qui a fui la Hongrie sous l'obédience communiste en 1956 pour s'installer à l'ouest et qui écrit une musique dite micropolyphonique avec des trames qui semblent se dérouler dans un temps extrêmement long, très étiré. Voici Gustave Mahler pour le Quatuor avec piano, Shutter Island toujours, Carole Beffa encore. Classicisme classique cette fois-ci. Ou le romantisme romantique. En tout cas, il y a quelque chose aussi d'assez étonnant d'aller chercher cette partition un peu rare dans la production. Beaucoup de Mahler qui est le symphoniste et l'homme des leaders avec piano et avec orchestre qui a commis dans sa jeunesse une partition très à part, ce quatuor avec piano, ici dans une très bonne version, avec notamment Aurel Martin au piano comme Giraudon au violoncelle, qui donne à entendre effectivement dans ce film tous ces passages assez particuliers où il est question de flashback, où il est question de la Shoah, et pour lesquels d'ailleurs les personnages du film vont à un moment se lancer dans une discussion pour savoir de quel quatuor il s'agit, etc. Choisir Mahler, le compositeur chez qui les références historiques et on va dire les liens entre le populaire et le savant sont à chaque fois explorés avec génie, était à mon avis une excellente trouvaille de la part de Scorsese. Nous allons prendre la chronologie. Nous parlions de Casino, nous sommes en 95, de Kundun, nous sommes en 97, d'un Tombeau ouvert, donc en 1998. Tout le monde se souvient de cette présidence du Festival de Cannes et du numéro invraisemblable de Roberto Benigni qui n'a pas eu la Palme d'Or, de Gangs of New York, nous sommes en 2002, des Infiltrés, probablement le film qui lui a permis d'obtenir donc le plus d'Oscars. 4 statuettes en 2007 avec Nicholson, DiCaprio, Matt Damon, Wahlberg et Alec Baldwin. Shine the Light des Stones, nous sommes en 2007. Pour la 4e fois, donc
DiCaprio dans Shelter Island dont nous venons de parler. Puis il y aura le film des Stones, donc il est important de redonner donc cette perspective. Hugo Cabret sur Georges Méliès, nous sommes en 2011 et nous arrivons donc en 2012 et là donc c'est la méthode qui est la méthode classique. On reprend une biographie qui existe, c'est un best-seller aux États-Unis. Il s'agit d'un homme qui s'appelle Jordan Belfort, qui est un courtier de Wall Street, qui raconte le turpitude de Wall Street. Scorsese se rue évidemment sur DiCaprio pour jouer le rôle et sur cette biographie pour réaliser ce film, qui est un film, là encore une fois, hypnotique, violent d'une certaine manière. La drogue y joue son rôle, les amours impossibles et la sexualité carrément. Grand succès international et musique d'un pianiste de jazz extraordinaire, Ahmad Jamal. Succès. Après, s'est posé la question de la production des films de Scorsese, car l'ambition est de plus en plus colossale. The Irishman, donc les mémoires de Suture, et puis très récemment donc cette saga en 2023 de Killers of the Flower Moon qui a été tournée sur plusieurs années. Et là, on ne peut plus, Samuel, se contenter des studios, il faut les plateformes. Et donc, avec The Irishman, ce sera Netflix. Avec les Killers of the Flower Moon, ce sera Apple TV. Donc, avec une première à Cannes en 2023. Très curieusement, Gérard Depardieu n'a jamais vraiment aimé Scorsese. Pour quelle raison? Nous l'écoutons. Scorsese, j'aime pas du tout. J'ai toujours pensé que c'était un peu surfait. Et d'ailleurs, ça se voit aussi aux acteurs. Léo DiCaprio était un acteur à peu près libre. Et là, depuis qu'il s'est mis avec Scorsese, ça y est, c'est un mec qui enlève la joie de l'acteur. Alors, est-ce que vous pouvez donner votre avis sur cet avis? Je demande évidemment à Samuel et à Marc en Samuel. Je dirais que Gérard Depardieu préfère tourner un film inconnu en Russie ou une maison de retraite en France, plutôt qu'éventuellement que de se mettre entre les mains de Martin Scorsese. C'est son choix, c'est pas forcément la meilleure idée. Non. La direction d'acteur de Scorsese, ça les met en état d'incandescence. Pas par hasard, s'il était le plus grand cinéaste vivant, peut-être que Robert De Niro est le plus grand acteur vivant. Carole, ne prenez pas cette petite voix de l'homme timide. Sergi n'a pas été très inspiré dans ce propos. C'est vraiment comme je dis. Voilà, nous avons choisi avec Philippe Gou de mettre cette opinion, évidemment, comme une certaine forme de provocation, puisque nous avons célébré le cinéaste, il fallait bien qu'il y ait une sorte de bémol négatif pour que nous n'apparaissions pas comme des flagorneurs. Robert Robertson, donc, est le compagnon de toute une vie. C'est le thème de Killers of the Flower Moon, donc inspiration indienne. Là, je parle des Indiens d'Amérique pour ce dernier film de Scorsese sorti en octobre 2023, avec l'aide cette fois-ci des plateformes.
a-t-il dit, donc, après avoir bouclé ce tournage qui n'a pas été extrêmement simple, avec donc ces deux acteurs fétiches. On a un peu oublié donc Harvey Keitel et Joe Pesci, mais en tout cas DiCaprio, c'est 6 fois, et Robert De Niro, c'est 10 fois dans la filmographie de Scorsese, et ils sont tous les deux donc à l'affiche de Killer of the Flower Moon. Est-ce que vous croyez, Samuel, à cette petite phrase, je n'ai plus le temps, je suis trop vieux, 81 ans, c'est pas non plus un âge ultra canonique par les temps qui courent. Alors est-ce que son cinéma est tellement épuisant qu'on ne peut pas y arriver, on ne peut plus y arriver? C'est un cinéma de la grande forme, celui de Scorsese. Je veux dire, on confère son plus récent film, justement, Killers of the Flower Moon. Donc Scorsese étant le cinéaste de la grande forme, clairement le temps lui est beaucoup plus compté. C'est pas Clint Eastwood qui a taillé sur mesure un système de production pour lui. Donc à 80 ans, Clint Eastwood avait presque 15 ans de carrière devant lui, donc toute une vie. Pour Scorsese, je veux dire, il faut vraiment prendre au pied de la lettre ses propos. Voilà, et en plus avec des budgets qui sont quand même assez pharaoniques qu'il faut trouver, et tout ça devient fondamentalement épuisant. Même projet Sinatra, dit-on. Je ne sais pas s'il est sur les rails, mais... Eh bien, nous en parlerons. Je voudrais simplement signaler qu'il a été marié 5 fois, ce cher Martin Scorsese, qu'il a 3 filles, dont l'une d'ailleurs qui fait du cinéma. Et parmi donc ses multiples épouses, enfin multiples après tous ses avis, il y a Isabella Rossellini. Nous allons remercier nos camarades pour avoir participé à ce banc à part sur les musiques de Martin Scorsese, pour retrouver dans un instant Josiane Savigno, qui parlera de la biographie de Régis Dubois qui s'appelle Scorsese l'infiltré. 19h, 20h. Moi je veux que vous voyiez cette femme parce que c'est ma femme. Je vais la tuer avec un revolver, un Magnum 44. Je vous demande ce que vous en pensez. Vous n'êtes pas forcé de répondre. Bande à part avec Guillaume Durand sur Radio Classique. Vous écoutez une petite pépite de Bonaparte, car il s'agit de Martin Scorsese, acteur, qui est client du Taxi Driver, donc du De Niro, Trevor Bickle. Nous sommes donc en 1976, Palme d'Or à Cannes, et c'est évidemment pas la voix de Martin Scorsese, mais d'ailleurs on dit Martin Scorsese, mais c'est celle de celui qui l'a doublé. Josiane, bonjour. Nous avons trouvé, et vous avez trouvé une biographie élue, celle de Régis Dubois, qui s'appelle donc Martin Scorsese l'infiltré. Qu'est-ce que l'on apprend sur cette personnalité dont on a vécu pendant une heure, bien évidemment, les goûts musicaux? On apprend beaucoup de choses dont vous avez parlé, bien sûr. J'ai choisi parce que c'est la plus récente et qu'elle est en poche depuis 2023. Et aussi parce qu'elle a une énorme bibliographie qui vous invite à relire d'autres livres, notamment les entretiens avec Scorsese, et puis surtout son livre à lui, Scorsese, avec Michael Henry Williams, qui s'appelle Voyage avec Martin Scorsese à travers le cinéma américain. C'était le cahier du cinéma en 97. Alors, moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans un film infiltré, c'est que c'est une biographie qui est une sorte de balade à travers la vie et l'œuvre de Scorsese, et ponctuée par lui-même, par des morceaux de ses entretiens. C'est très bien choisi, c'est très intelligemment fait. Et puis donc, je ne vais pas vous raconter sa carrière, parce que vous venez de le faire. Je ne vais pas non plus vous raconter ses 5 femmes, vous les avez mentionnées. Je voudrais quand même dire un mot de Julia Cameron, parce que tous les amis de Scorsese disent que c'est elle qui l'a entraîné dans une addiction totale à la coke, qui a failli lui coûter la vie, et dans une dépression aussi terrible. Moi, je voudrais surtout vous parler d'un petit garçon italien. Il y a un petit garçon italien qui est né en 1942, dont le grand-père paternel, sicilien, a émigré aux États-Unis. Eh bien, ce petit garçon, d'où le fait qu'après il a failli mourir de la coke, ce petit garçon était affreusement asthmatique. Et Scorsese s'en souvient comme un pauvre petit garçon et qui est devant sa fenêtre en regardant les enfants jouer. Ces crises me terrifiaient, se souvient-il. On m'allongeait dans une chambre, sur un lit surmonté d'une tente avec un petit vaporisateur à l'intérieur. Et du coup, comme il ne peut pas aller jouer avec les copains, qu'est-ce qu'il fait? Au cinéma. Beaucoup au cinéma. Puis ce petit garçon, vous l'avez souligné, Guillaume, il aime l'Italie. Il est aussi fasciné par la liturgie. Ça, je ne sais pas si vous l'avez dit tout à l'heure, qu'il a failli devenir prêtre. Et donc il est entré au séminaire, quand même on l'a viré au bout d'un an, parce que je crois qu'il préférait aller au cinéma. Il dit, les films sont devenus mon obsession. Et puis, il est la lecture aussi. Un très grand lecteur. Et puis, vous en avez parlé, la musique. Je vais finir là-dessus. Je traînais dans les bars avec la bande qu'on voit dans Mean Street,
Et la musique a été une source d'inspiration majeure. La musique populaire est la bande originale de mon existence. Et sans doute parce que je vivais dans un quartier surpeuplé où on entendait de la musique sortir de chaque appartement. Et puis alors, l'enfance et la jeunesse de Scorsese dans ce livre de Régis Dubois, c'est aussi un hymne à New York et un hymne à Little Italy. Et si on aime New York, c'est absolument passionnant. Manhattan, donc vu par Martin Scorsese, Josiane Savigno, donc Martin Scorsese, l'infiltré, c'est une biographie de Régis Dubois. Nous allons rendre hommage à sa contemporaine stricte qui malheureusement nous a quittés, Françoise Hardy. Quel talent magnifique, quel couple magnifique avec Jacques Dutronc, en dehors du fait que c'est un couple particulier. D'ailleurs, ils en parlent tous les deux. J'avais ouvert le Larousse, il avait mis son nom, Jacques Dutronc, et il avait mis à côté « n'a aimé qu'une femme dans sa vie ». Il avait mis mon nom. Avec elle, j'ai un peu fait, pendant un certain temps, une espèce d'histoire d'amour à l'envers. J'étais pratiquement jamais là, au début. Parce qu'on aime toujours les gens, mais bon, d'une certaine manière. Présent. Voilà, pour nous